Le grondement vint en premier, grave, rauque, presque désespéré. Le berger allemand recula jusqu'à heurter les mailles eau froide d'un vieux grillage, ses poils sales hérissés comme des pointes d'alarme. 3 silhouettes l'encerclaient en demi-cercle. Du cuir usé, des jeans rapiécés, des bottes poussiéreuses, le sang noirci tachait le flanc droit du chien, contrastant avec les reflets métalliques de ses plaques militaires qui luisaient sous le soleil écrasant du sud du Montana. Le plus grand des motards, visage buriné comme les collines arides en arrière-plan, jeta son mégot en direction du chien. Des étincelles éclatèrent sur le sol, là où autrefois, ses pattes foulaient les pistes sablonneuses d'Afghanistan. « T'as perdu de ta superbe, hein » railla Hugo Denver, son casque de moto pendant au bout de ses doigts, calleux. Le grondement du chien se fit plus profond, plus rauque encore, mais derrière la menace pointait une peur muette. Le deuxième motard décrocha une chaîne de sa ceinture. On va lui apprendre la politesse, et c'est au moment précis où la chaîne s'éleva dans l'air brûlant qu'une voix enfantine trancha le silence comme un coup de scalpel. « Arrêtez ça !» Les 3 hommes se figèrent, leur regard pivotant d'un même mouvement vers la silhouette frêle qui venait d'apparaître à l'orée du terrain vague. Une fillette d'à peine 7 ans, des couettes rousses ballottant dans la brise, agrippait contre sa poitrine un petit sac repas en plastique rose. Elle n'était pas plus grande que la boîte aux lettres rouillée à ses côtés. Mais ses yeux, eux, brillaient avec la même intensité que ceux du chien. « Ce chien n'est pas à vous. Vous n'avez pas le droit de lui faire ça. » Sa voix tremblait, certes, mais elle tenait bon. Hugo fronça les sourcils. C'est pas un endroit pour une gamine. Pourtant, l'enfant fit un pas en avant, pas en arrière. Et c'est encore moins un endroit pour les lâches. Elle avait imité son ton bourru avec une justesse qui força un silence gêné. Les oreilles du berger allemand se dressèrent. Son regard, jusque-là dur et défensif, se posa sur la fillette. Quelque chose changea dans sa posture. Reconnaissance, espoir, impossible à dire. Laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires en précisant la ville depuis laquelle vous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. Brixton Ridge. Une petite bourgade nichée à la jonction de 5 collines pelées dans l'arrière-pays du Montana. D'après l'enseigne fanée qui marquait son entrée, la population atteignait tout juste 2000 âmes. Autrefois florissante grâce à la proximité d'une base militaire, la ville avait lentement décliné après la fin des opérations à l'étranger. Le centre-ville tenait en quelques bâtisses. Un dîner avec de la tarte, toujours fraîche, selon les Criteaux, un magasin de bricolage devenu point central des ragots locaux et le parc du souvenir des vétérans où les plaques commémoratives semblaient plus nombreuses que les passants du dimanche matin. À l'extrémité et de la rue Maple, au-dessus d'une petite boutique de fleurs, se trouvait l'appartement de la famille Lemoine. 2 pièces modestes mais pleines de souvenirs. Camille Lemoine gérait la boutique depuis la mort de son mari, décédé 2 ans plus tôt en service. L'odeur apaisante des roses et des lys qui montaient depuis l'étage contrastait souvent avec celle plus sourde de l'absence qui flottait dans l'air certaines nuits. À 35 ans, Camille portait sur le visage les traces précoces des épreuves traversées. Mais sa fille, Livia, incarnait l'esprit de son père. Une petite boule d'énergie rousse de 7 ans, au regard pétillant et aux taches de rousseur éparpillées comme des étoiles. Sous son t-shirt, elle portait les plaques militaires de son père. Et près de son lit, trônait fièrement le drapeau plié remis à sa mère le jour des funérailles. À l'école primaire de Brixton Ridge, les enseignants savaient ne pas prononcer le nom du capitaine Julien Lemoine sans être prêts à entendre avec une exactitude militaire le détail de son parcours. Les 3 motards, eux, avaient élu domicile dans une ancienne station-service transformée en bar malfamé au nord de la ville. Le Roc d'Acier, tel qu'ils l'avaient rebaptisé, était leur repère. Hugo Denver dirigeait leur petit groupe, une légende locale, grand gaillard au regard de pierre, à la barbe grise, aussi longue que son passif judiciaire. Ancien soldat du Liban, ses cicatrices profondes étaient moins visibles que celles laissées dans son esprit. Son bras droit, Jérôme Foudre-Mercier, arborait des tatouages de prison et une réputation d'homme instable. Quant au 3e, le plus jeune, Kevin D. Maillon, il suivait Hugo comme un disciple. Le shérif Louis Marcet, en poste depuis plus de 20 ans, maintenait un équilibre fragile entre les motards et les habitants. Il considérait la bande comme un inconvénient mais pas encore une menace. Mais cette perception allait bientôt voler en éclats. Quant au berger allemand, celui que les militaires appelaient « colonel », c'était autrefois un héros. À l'époque où il servait dans les unités de déminage aux côtés du capitaine Lemoine, il répondait avec précision à chaque ordre, flairait les explosifs
et sauvait des vies. Après la mort de son maître, son comportement avait changé. On l'avait dit déstabilisé, déconnecté. Renvoyé aux États-Unis, il avait disparu de la circulation. 3 semaines qu'il errait autour de Brixton Ridge. 3 semaines que ses côtes apparaissaient sous son poil sale, ses plaques toujours accrochées à un collier élimé. C'est en empruntant un raccourci interdit, un vieux terrain de triage désaffecté, que Livia l'avait vu pour la première fois. Camille lui avait pourtant interdit ce chemin. Mais Livia n'était pas du genre à céder facilement. Ce raccourci lui faisait gagner 7 précieuses minutes. Elle sautillait sur les rails rouillés quand elle aperçut une silhouette pelotonnée sous un wagon renversé. Elle s'approcha lentement, le chien la fixait, immobile mais attentif. Elle s'agenouilla. « Coucou toi, t'es perdu ?» murmura-t-elle avec cette douceur que son père lui avait appris à utiliser face à des animaux stressés. Il ne bougea pas, mais ses oreilles s'inclinèrent légèrement. Elle sortit son sandwich, en détacha la moitié et la déposa à quelques pas, reculant ensuite de plusieurs pas. Le chien hésita, puis la faim l'emporta. Il s'approcha boitillant et s'empara du morceau. C'est là que Livia vit la blessure, une plaie sale et mal refermée sur le flanc. Et surtout, ce qui brillait à son cou, des plaques, pas celles qu'on achète en animalerie, les mêmes que celles de son père. Elle s'avança tout doucement pour lire. « Colonel, unité K9, 756, capitaine J, Lemoine, chef de mission. » Son cœur s'émoussa. Ce n'était pas possible. Et pourtant... « Colonel » souffla-t-elle. Le chien releva brusquement la tête. Leurs regards se croisèrent, et dans ce moment suspendu, quelque chose se reconnecta. Une reconnaissance invisible, une mémoire éveillée. Pendant 3 jours, Livia revint, en cachette. Elle dérobait un peu de nourriture dans la cuisine, pendant que sa mère préparait les bouquets du lendemain. Chaque fois, elle traversait le terrain vague, longeait le grillage du triage désaffecté, et retrouvait le chien. Le rituel était toujours le même. Elle posait la nourriture, parlait doucement, puis s'asseyait à quelques pas jambes croisées. Colonel ne s'approchait jamais plus que nécessaire, mais il la regardait avec une intensité troublante, comme s'il écoutait vraiment. Livia, elle, racontait la vie à l'école, les chamailleries dans la cour de récré, les souvenirs de son père. Papa disait que son chien était le meilleur de tout l'Afghanistan. Il racontait que même les adultes lui obéissaient au doigt et à l'œil. C'était toi, hein, c'est toi, colonel. Et elle y croyait, parce que tout collait. La blessure sur le flanc, les plaques, le regard, et ce silence intelligent, cette manière de la suivre du regard comme s'il comprenait chaque mot. Le lien s'était formé, fragile mais réel, entre la petite fille et le chien fantôme d'un soldat tombé. L'histoire, entre le capitaine Julien Lemoine et colonel, remontait à Kandahar. 3 missions ensemble. Une unité soudée, composée d'hommes formés pour survivre dans le chaos. Et au centre, ce chien, à l'intelligence presque humaine, dont les capacités à détecter les explosifs avaient évité bien des tragédies. Officiellement, le dossier militaire parlait de citations honorifiques, de médailles. Officieusement, ses camarades disaient que colonel avait ce don mystérieux d'anticiper les dangers. Après la mort du capitaine Lemoine dans une embuscade, le chien avait été rapatrié, blessé. Mais l'armée n'avait pas su quoi faire de lui. Trop marqué pour être réintégré, trop instable pour l'adoption classique. Quelque part dans les méandres d'un système débordé, colonel avait disparu. Et c'est ainsi qu'il s'était retrouvé à Brixton Ridge, guidé par quelque chose de plus fort que l'instinct, peut-être par la mémoire. Mais au 4e jour, colonel ne vint pas. Livia, inquiète, courut jusqu'au grillage. Rien, silence. Puis des voix, des ricanements, des mots étouffés derrière les carcasses rouillées du vieux garage au bout du terrain. Elle s'approcha et vit. Colonel, acculé contre une clôture, les 3 motards l'encerclaient. Il grondait, ses crocs visibles, mais la peur prenait le pas sur la rage. Son flanc saignait de nouveau. Kevin, dit Maillon, riait en agitant une bouteille brisée. « Alors, le chien de l'armée? Il mord plus ?» Jérôme enroulait sa chaîne prête à frapper. Hugo observait les plaques. « Militaire, hein, abandonné, je parie. » Quelque chose explosa dans la poitrine de Livia. Une force soudaine, brute, la voix de son père dans sa tête. Parfois, la bonne chose à faire, c'est justement celle qui fait peur. Alors elle sortit de l'ombre. Se posta entre eux et le chien, poing serré, regard fixe. Colonel s'immobilisa, sa respiration haletante ralentit. Il comprenait que la fillette était là, avec lui. « Ce chien est dangereux, gamine », prévint Hugo, mais il avait baissé la main. Militaire entraîné, il pourrait te déchiqueter. Il appartenait à mon père. Sa voix était droite. Il s'appelle colonel.
Un silence. Puis Hugo fronça les sourcils, reprenant les plaques. « Le moine ? Julien Lemoine ?» Il plissa les yeux. Mais avant que Livia puisse répondre, un moteur de voiture couvrit le silence. Une sirène brève. Une voiture de police s'arrêta à l'entrée du terrain vague. C'était le shérif Marseille. Quelqu'un avait appelé. Une gamine menacée par des motards. La scène parla d'elle-même. Le shérif descendit lentement. Main sur la ceinture, il jeta un regard rapide à la scène. « Tout va bien ici ?» Il le frappait, dit Livia sans détour en montrant Colonel. Le chien avait reculé mais restait debout, attentif. Le shérif soupira. Il reconnut le chien. « C'est le vagabond que tout le monde signale, ce chien traîne en ville depuis des semaines. » Puis Akaon s'adressant à Livia, « Recule ma grande, la fourrière arrive. »« Non ?» Livia s'avança, bras ouverts. « C'est le chien de mon père. » Un chien militaire. Il a ses plaques. Regardez. Elle les lui montra d'un geste déterminé. Le shérif s'adoucit. Livia, ton père est mort il y a 2 ans. Je sais, mais c'est lui. Il est revenu. Il me connaît. Et soudain, la tension avait changé. Ce n'était plus un conflit entre des motards et un chien errant. C'était l'histoire d'un enfant, d'un espoir farouche, contre une machine administrative incapable de comprendre ce genre de miracle. Le shérif s'approcha de Colonel. Lentement, respectueusement. Le chien grondait toujours, mais son regard ne quittait pas Livia. Même s'il a appartenu à ton père, il est blessé et possiblement dangereux. On ne peut pas garder un chien comme ça en liberté. Alors, contre toute attente, Hugo Denver intervint. Il n'avait pas bougé depuis l'arrivée de la police, mais son regard s'était durci. Il regarda les plaques. « Le moine, dis-tu » Capitaine Julien Lemoine. Camille arriva à ce moment-là, alertée par l'école où l'absence de Livia avait été remarquée. Elle freina en trombe et descendit précipitamment de sa vieille Honda. Son regard balaya la scène, puis se fixa sur Colonel. Un choc silencieux la traversa. « Maman, c'est le chien de papa !» Livia courut vers elle. « Regarde ces plaques !» Camille vacilla. Le souvenir des photos envoyées depuis le front. Ce chien, le même regard, la même posture. « C'est impossible !» murmura-t-elle. Ils avaient dit que le chien avait été adopté. Après, elle ne termina pas. Le silence dit le reste. Le shérif s'approcha, chapeau à la main. « J'ai prévenu la fourrière. Ils vont l'emmener. Le scanneront pour vérifier son identité. »« Non !» cria Livia paniquée. « Ils vont l'euthanasier ?» Madame Keller a dit que les chiens dangereux, ils ne leur donnent même pas une chance. Camille, par réflexe maternel, se pencha vers sa fille pour la rassurer. « Il n'est pas dangereux », protesta-t-elle à voix haute. « Il a grogné sur mes agents hier », rappela le shérif. « Il est blessé ? Il souffre, ce qui le rend imprévisible. » Camille hésita. « On vit dans un petit appartement. Même si c'est bien lui, je ne peux pas accueillir un chien de cette taille. »« Mais c'est la famille ?» insista Livia, les larmes aux yeux. « Papa aurait voulu qu'on le garde. » Rusty, toujours en retrait, observait en silence. Puis, comme mu par une décision intérieure, il s'avança. Il regarda le chien puis Camille. « Ce chien a sauvé des vies. C'est pas un hasard s'il est ici. Il aurait pu errer n'importe où, mais il est venu ici, chez les siens. » La fourrière arriva. Le bruit de la camionnette fit redresser Colonel. Sa posture se tendit. Le filet en acier, l'odeur des cages. Il savait, Camille aussi. « Attendez, dit-elle, d'une voix sèche. Et s'il restait chez quelqu'un d'autre, le temps de trouver une solution ?» Le shérif soupira. « Où ? Vous ne pouvez pas le prendre. » Et avant que quiconque ne puisse répondre, Hugo s'avança. « Il peut rester au garage. Derrière l'atelier, il y a une cour grillagée. Personne n'y va. On peut le surveiller. »« Quoi ?» s'étrangla Camille. Même Livia le regarda bouche bée. « Je savais pas qu'il était des nôtres, ce chien, » dit Hugo simplement. « Des vôtres ? Un soldat. On prend soin des nôtres. » Le shérif Marseille hésita, son regard passant de Camille à Hugo, puis à la silhouette épuisée de Colonel. « 3 jours. Je vous donne 3 jours pour confirmer l'identité du chien et organiser une solution adaptée. Après ça, je reprends la procédure normale. » Il se tourna vers Hugo, insistant. « Et je viendrai moi-même inspecter l'enclos. Je veux une clôture sécurisée, pas une barrière en fil rouillé. » Hugo hocha la tête sans un mot. Pendant que les adultes débattaient, Livia s'approcha lentement de Colonel. Elle ne le toucha pas mais s'agenouilla à côté de lui. « Tout ira bien maintenant, » murmura-t-elle. « Je t'ai trouvé. On va te soigner. » Le chien, comme s'il comprenait, laissa sa queue bouger légèrement. Ce n'était pas encore un vrai signe d'affection, mais une forme de permission, un début de confiance. Le soir même, Hugo s'activa dans son garage. Il dégagea un coin de la remise, empila des couvertures propres sur un vieux tapis, plaça une gamelle d'eau et une autre remplie de viande à hacher.
Colonel observait tout depuis la porte, sans bouger, mais avec une vigilance professionnelle. Il n'avait pas encore décidé si ces hommes méritaient sa confiance. Il acceptait leur présence, mais ne la sollicitait pas. Le lendemain matin, Camille arriva avec une expression fermée, presque gênée. Elle tenait un sac rempli de croquettes, de compresses, d'onguents. Tout ce qu'elle avait pu se permettre d'acheter malgré un budget plus que serré. Livia tenait sa main mais la lâcha dès que Colonel apparut à l'arrière du garage. Le chien leva la tête en la voyant. Sa queue fit un battement, plus franc cette fois. Livia sourit. « Tu vois, il se souvient de moi. » Camille observa les lieux d'un œil critique, les murs couverts de vieux calendriers, les outils pendus en désordre, le drapeau confédéré que Jérôme avait accroché dans un coin. Elle s'avança sans lâcher sa fille des yeux. « On est juste là pour vérifier que Colonel va bien, dit-elle avec froideur. L'accueil était glacial, mais Hugo, torse nu sous sa salopette de mécanicien, émergea de sous une moto avec un sourire contenu. Un vieux tatouage militaire apparaissait sur son avant-bras, une aile parachutiste fanée, souvenir d'un autre temps. Il a bien mangé hier. Il garde ses distances, mais il est pas idiot. Il observe tout. Livia s'approche de l'enclos. Colonel se leva avec un léger gémissement, sa patte arrière semblant douloureuse. Elle l'observa avec attention. Il a encore mal, c'est chaud ici. Elle désigna la plaie. Camille, inquiète, s'accroupit. Elle toucha délicatement la zone infectée et Colonel ne broncha pas. Il respirait vite, mais sans agressivité. « Il a besoin d'un vétérinaire », déclara Livia d'une voix ferme. Hugo grimaça. « Les vétos, c'est pas donné. Ta mère fait déjà ce qu'elle peut. » Mais Livia fronça les sourcils. « Mon père aurait fait ce qu'il fallait pour Colonel. C'était un héros. » Hugo la fixa. Un silence gêné s'installa. Il détourna les yeux, peut-être par honte. Peut-être parce que la vérité d'un enfant est parfois trop simple pour qu'on l'affronte. Le soir même, sans bruit ni explication, la vétérinaire de la ville, docteur Élise Moreau, arriva au garage. Elle s'avança, sa mallette en main, jetant un regard mi-incrédule, mi-amusé au décor hétéroclite du local. Personne ne lui demanda qui avait payé la consultation. Mais quelques heures plus tard, Jérôme fut aperçu en train de vendre sa ceinture préférée en turquoise au comptoir d'achat-vente du centre-ville. Le vétérinaire diagnostiqua une infection sévère due à une ancienne blessure jamais correctement soignée, sans doute aggravée par les conditions dans lesquelles Colonel avait erré. Pendant que Colonel recevait ses premiers soins, Camille multipliait les appels. Elle contacta l'ancien régiment de son mari, tenta d'atteindre le bureau des archives militaires, fouilla forum, sites gouvernementaux, numéros verts. À chaque tentative, elle tombait sur des robots, des listes de procédures ou des « Désolé madame, ce numéro n'est plus attribué ». Impossible d'obtenir un quelconque dossier sur Colonel. Le matricule K9-8756 semblait avoir été rayé du système. Le shérif passa un soir à la boutique de fleurs pour prendre des nouvelles. Camille lui raconta ses démarches infructueuses. Il hocha la tête avec un soupir. « Vous savez, Hugo a servi lui aussi. Liban, si je me souviens bien. C'était un bon soldat. » Avant de mal tourner, Camille leva les yeux. « Vous avez vérifié son dossier ? Je vérifie celui de tout le monde. C'est mon boulot de savoir qui habite dans ma ville. » Le 8e jour, le fragile équilibre se rompit. Livia rentra plus tôt que prévu, rappelée de l'école par la direction. Elle avait frappé un camarade de classe, un certain Timothée Deschamps, en pleine récréation. Camille, abasourdie, écouta la directrice, Madame Aubert, lui expliquer « Il a besoin d'un sac de glace, saigne un peu du nez. » Mais Livia n'est pas comme ça. Que s'est-il passé ? Madame Aubert soupira. D'après les témoins, Timothée a dit, et je cite, « Les chiens de guerre, on les pique quand ils sont cassés. Trop dangereux pour les garder. » Camille se figea, elle comprit immédiatement. Livia, restée assise devant le bureau, genoux râpés, regardait fixement le sol. « Il a dit que Colonel méritait d'être abattu, comme à la fourrière, » lança-t-elle d'une voix tremblante. Camille sentit son cœur se serrer. Après l'avoir laissé écrire sa lettre d'excuse, Camille téléphona discrètement. Elle apprit ce qu'elle redoutait. Oui, à Brixton Ridge, les chiens jugés trop agressifs étaient rapidement euthanasiés. Les gros gabarits, surtout ceux formés pour l'armée, n'avaient pratiquement aucune chance d'être adoptés. Et si Colonel venait à être officiellement identifié comme chien militaire, errant et blessé, il risquait d'être condamné, même sans avoir mordu qui que ce soit. Mais dans l'ombre du garage, une autre transformation se produisait. Livia continuait ses visites quotidiennes, même après l'incident. Hugo et ses hommes s'étaient adaptés. Ils ne buvaient plus pendant qu'elle était là.
Ils surveillaient leur langage. Et plus surprenant encore, Kevin Maillon avait commencé à apporter des livres de dressage pour chiens, empruntés à la bibliothèque municipale. Jérôme, celui qui brandissait une chaîne quelques jours plus tôt, avait été vu en train de lancer une balle de tennis à Colonel qui la rapportait, raide mais discipliné. Hugo, lui, s'asseyait parfois en silence près de l'enclos, simplement là, comme un soldat debout à côté d'un autre, sans parole. Mais c'était Livia qui avait opéré la plus grande métamorphose. Sa candeur désarmait les hommes. Un après-midi, elle demanda à Kevin « Pourquoi on t'appelle Maillon ?» Le jeune motard rougit. « C'est juste un surnom. Tu aimes les chaînes? Tu en fabriques ?» Jérôme éclata de rire. Il a pleuré quand la chaîne de sa moto s'est cassée pendant sa première vraie virée. Fallait le voir. Kevin grogna. « C'est pas comme ça que ça s'est passé. »« Oh que si !» Les larmes coulaient comme une fontaine. Jérôme se tordait de rire. Livia éclata à son tour, un rire cristallin qui semblait chasser la poussière du garage. Colonel dressa les oreilles. L'ambiance venait de changer. Quelque chose d'humain venait de naître là où régnait autrefois la méfiance. Ce fragile équilibre fut brisé net le lendemain. Camille arriva au garage, le visage pâle, le souffle court, tenant son téléphone d'une main tremblante. Livia, elle, jouait avec Colonel dans la cour grillagée, lui lançant doucement un jouet qu'il rapportait avec une précision méthodique, malgré sa patte encore raide. « On a un problème », annonça Camille, sans détour, sa voix tranchée avec la quiétude de l'instant. Le conseil municipal a reçu plusieurs plaintes. Quelqu'un a dénoncé la présence d'un chien dangereux en ville. Elle montra une note imprimée sur son téléphone. Ils veulent se voter vendredi pour décider s'il doit être saisi et évalué. Tu sais ce que ça signifie. Le regard de Hugo s'assombrit. Qui a balancé? Peu importe, la plainte est anonyme. Mais les lois sont les lois. Il y a un arrêté municipal contre la détention de chiens jugés potentiellement dangereux en zone urbaine. Livia, alertée par les voix, s'approcha. C'est à cause de moi? À cause de ce que j'ai fait à l'école? Son visage se froissa, la culpabilité la submergeant. Parce que j'ai frappé Timothée? Camille s'agenouilla. Non chérie. Ce n'est pas ta faute, mais il faut qu'on trouve une solution. Et vite. Kevin proposa. On peut le planquer. Le monter dans les collines quelques jours, le temps que ça passe. Mais Camille secoua la tête. Et après? On vit comme des fugitifs? Avec un chien militaire en cavale? Non, on doit résoudre ça, légalement. Le mot flotta dans l'air du garage comme une énigme étrangère. Légalement. Aucun d'eux ne semblait savoir comment le faire, jusqu'à ce que Hugo murmure. Peut-être qu'il y a une autre solution? Il fouilla dans sa poche et sortit un vieux téléphone à clapper. Hors d'âge, dépassé. Il le fixa un instant comme s'il hésitait à ouvrir un pan du passé. Je connais des gens d'avant. Il appuya sur une touche, tandis que les adultes lançaient une course contre la montre pour sauver Colonel par les voies officielles. Livia, elle, prenait une autre décision. Le matin suivant, elle ne se présenta pas à l'école. Elle avait un plan à la logique irréprochable pour une enfant de 7 ans. Elle s'éclipsa par l'arrière du garage, Colonel boitant à ses côtés. Elle l'avait équipé de la vieille laisse que Jérôme avait trouvée dans un tiroir. Direction, le wagon rouillé du terrain vague, leur tout premier lieu de rencontre. Là-bas, pensa-t-elle, personne ne les chercherait. Ils y resteraient quelques jours, le temps que le danger passe, qu'on oublie Colonel, qu'on les laisse en paix. Camille apprit l'absence de sa fille quand l'école l'appela à 10 heures. Le monde s'effondra dans un bruit sourd, une panique sourde déferla sur Brixton Ridge. Les recherches commencèrent aussitôt. Le shérif Marcet organisa les équipes au poste de la mairie. Il distribua des cartes, envoya des volontaires par petits groupes. Camille, livide, tenait les plaques de son mari dans sa paume, comme un talisman. « On va la retrouver ?» promit le shérif. Dans un élan qui aurait paru absurde quelques semaines plus tôt, les motards de Hugo s'alignèrent aux côtés des enseignants, des anciens combattants, des femmes de l'église et des boulangers. Casques vissés, moteurs rugissants, ils quadrillèrent les sentiers et les routes secondaires, inspectant chaque recoin à la recherche de la fillette et de son chien. Le contraste était saisissant. Ces géants en cuir, au regard dur, fouillant les fossés avec un soin paternel. L'après-midi, le ciel se déchira. Les orages du printemps s'abattirent sur le plateau avec une violence féroce. La pluie s'abattait en rideaux d'eau, les chemins se transformant en bourbiers. Camille s'effondra au bord de la route. Elle était là-dedans, quelque part. Elle n'a que 7 ans. Hugo s'approcha. Il posa sa main sur son épaule. C'est la fille du capitaine Lemoine. Elle est plus forte que tu crois. Le déclic survint grâce à Kevin. Il se souvint que Livia avait parlé,
lors d'une de ses visites, du vieux wagon sous lequel elle avait rencontré Colonel. C'est peut-être là qu'elle est allée se cacher. La zone désignée était à la périphérie de la ville. Un ancien dépôt ferroviaire déserté depuis 2 décennies. Les rails rouillés formaient une jungle métallique. Les bénévoles convergèrent appelant le nom de l'enfant. Puis, des traces, de petites empreintes de basket. Et à côté, des marques de pattes. Soudain, un craquement, une plainte lugubre. Le sol se mit à vibrer. Une structure métallique céda. Le vieux quai de chargement, rongé par le temps et battu par la pluie, commença à s'effondrer. Livia et Colonel se trouvaient juste en dessous. Camille hurla. Elle voulut courir, mais le shérif la retint. Hugo, lui, n'attendit pas. Il jeta sa veste, attrapa une barre métallique et se précipita sous les poutres branlantes sans une parole. Le vieux soldat fonça droit vers la tempête. La suite fut chaotique. Un pan entier du quai céda dans un fracas assourdissant. Puis le silence. Les pompiers arrivèrent avec du matériel inadapté. On tentait de stabiliser la zone. Le temps semblait figé, jusqu'à ce qu'un mouvement, minuscule, apparaisse sous une poutre tordue. Une truffe, puis un museau, Colonel, recouvert de poussière. Il tenait d'entre les dents la bretelle du sac à dos de Livia. Derrière lui, à 4 pattes, trempée et grelottante, Livia avançait, traînée presque par le chien. Ils étaient vivants. Camille fondit en larmes en retrouvant sa fille. Colonel se tint droit, épuisé, mais debout, en alerte. Un soldat jusqu'au bout. « Hugo !» balbutia Livia. « Il est encore là-dedans. Il m'a trouvé. Il a crié de sortir. » Et puis, elle sanglotait. Le shérif lance l'ordre. L'opération de sauvetage se concentra désormais sur Hugo. 20 minutes plus tard, ils le retrouvèrent, coincé sous une poutre, la jambe tordue, le visage couvert de sang. Mais il respirait. Encore, il ouvrit les yeux et murmura « Le chien a fait son boulot, le capitaine serait fier. » Dans la salle d'attente de l'hôpital de Brixton Ridge, Camille tournait nerveusement entre 2 rangées de chaises en plastique. Livia dormait sur un fauteuil, la tête appuyée contre le flanc de Colonel, lui-même allongé de tout son long, veillant silencieusement malgré ses blessures. Il n'avait pas quitté la fillette d'1 centimètre depuis leur sauvetage. Son regard fixait la porte du bloc opératoire où Hugo Denver était en train d'être opéré. C'est à ce moment que le shérif Marcet arriva, un dossier à la main. Il s'avança doucement vers Camille et s'assit à côté d'elle. « On vient de recevoir ça », dit-il en lui tendant une enveloppe officielle. Un courrier de l'armée, arrivé juste avant que la recherche commence. Les doigts, tremblants, Camille ouvrit l'enveloppe et parcourut les premières lignes. Ses yeux s'embuèrent presque immédiatement. « C'est bien lui », souffla-t-elle. « Colonel, unité K9, matricule 8756. Affecté au capitaine Julien Lemoine, 3 déploiements, blessé lors de la dernière mission. » Elle déglutit. Il le déclare manquant depuis 3 mois. Évadé d'un centre de réhabilitation pour chiens militaires dans le Wyoming. « Et maintenant ?» demanda doucement le shérif. « Maintenant ?» Camille releva les yeux, déterminée. Il est officiellement à la retraite. Ils acceptent qu'il soit adopté, en reconnaissance de son service. Et comme il appartenait à mon mari, il m'en accorde la garde. Il est officiellement à nous. À ses pieds, Colonel ouvrit un œil, comme s'il comprenait que quelque chose de fondamental venait de basculer. Il n'était plus un fugitif, il était chez lui. Pendant que la ville se remettait du choc, une nouvelle narrative s'installait à Brixton Ridge. Les motards ne furent de plus vus comme des marginaux menaçants, mais comme des sauveurs inattendus. Le chien militaire n'était plus un danger errant, mais un vétéran décoré. Et la petite fille, autrefois considérée comme trop curieuse, devenait une figure de courage aux yeux des habitants. Le conseil municipal, pressé par l'opinion publique, convoqua une réunion exceptionnelle le lendemain de l'accident. La salle de la mairie était comble. Des chaises furent ajoutées dans les allées. Le point concernant Colonel, initialement prévu en fin de séance, fut avancé au tout début de la réunion. Camille prit la parole, son visage marqué par les nuits sans sommeil, mais sa voix solide comme une racine. À ses pieds, Colonel, fraîchement lavé, portait désormais un vrai collier et des bandages impeccables. Il s'assit calmement, regardant droit devant lui. Le vétérinaire, Dr Moreau, était assise non loin, prête à témoigner. « Nous avons ici les documents officiels prouvant l'identité de Colonel. Il est reconnu par l'armée comme chien militaire, ayant servi aux côtés du capitaine Julien Lemoine. Il a été relâché à la vie civile en raison de circonstances exceptionnelles. Il est à présent officiellement sous ma responsabilité. » Elle tendit les papiers au maire, qui les accepta avec un air embarrassé. Le règlement municipal interdit la détention d'animaux jugés dangereux.
commença un conseiller, monsieur Blanchard. Mais le shérif Marsay se leva aussitôt. Hier, ce chien a sauvé une enfant en guidant les secours sous une structure effondrée. Puis il est retourné dans le chaos pour protéger un homme coincé. Dangereux, peut-être, mais surtout loyal, discipliné et héroïque. Le murmure d'approbation qui parcourut la salle se transforma peu à peu en applaudissements. Plusieurs anciens combattants présents dans le public se levèrent en silence, main sur le cœur. Le conseiller Blanchard tenta un dernier argument, soit. Mais l'appartement où vivent Camille et sa fille ne permet pas la présence d'animaux. Le règlement est clair. À cet instant précis, une voix s'éleva du fond de la salle. C'était Kevin, le plus jeune des motards, visiblement mal à l'aise dans ce lieu officiel. « Hugo m'a chargé de vous remettre ça », dit-il en tendant un papier plié au maire. « Une lettre signée ce matin à l'hôpital devant témoins. Il propose de louer la petite maison derrière le garage, celle avec le jardin clôturé, à un tarif standard. Camille et Livia pourront y vivre. » Le silence se fit. Tous les regards convergèrent vers Camille, qui semblait aussi surprise que le reste de l'assemblée. Même Colonel tourna la tête vers elle. Elle hésita. Ce n'était pas ce qu'elle avait prévu. Ce n'était pas dans ses plans. Mais en voyant le regard de sa fille, plein d'espoir, elle comprit. Le maire consulta le document. Ce bail semble en règle, notarié. Vu les circonstances, et en vertu des pouvoirs exceptionnels du Conseil, nous votons pour accorder une exemption au règlement municipal et autoriser Colonel à demeurer à Brixton Ridge sous la responsabilité de la famille Lemoine. Il frappa du marteau de bois, adopté à l'unanimité. Livia, encore assise au premier rang, se tourna vers sa mère, les yeux brillants. « On peut rester ensemble, pour de vrai ?» Camille posa une main sur son épaule. « Oui, mon cœur, pour de vrai. » À l'hôpital de Brixton Ridge, Livia tenait sa promesse. Chaque jour après l'école, elle s'asseyait dans le couloir devant la chambre de Hugo Denver. Malgré les tentatives des infirmières pour la faire rentrer chez elle, elle refusait de bouger. Elle gardait sa place comme on garde un poste de combat. Le personnel médical s'était peu à peu habitué à cette petite sentinelle au regard déterminé. Si bien que certains lui apportaient des jus de fruits et des biscuits en douce. Colonel, désormais autorisé à entrer dans l'établissement sous statut de visite thérapeutique, veillait lui aussi. Une autorisation spéciale, signée par Dr Lefebvre, vétéran de l'armée française, lui donnait ce privilège. Lorsque Camille arriva avec Colonel, l'animal portait un collier flambant neuf et ses bandages avaient été refaits du matin. La salle de repos du service orthopédique sembla se figer à leur entrée. Les conversations s'arrêtèrent, tous savaient qui ils étaient. Colonel, le chien qui avait sauvé une enfant et un homme. Camille, la veuve du capitaine. Et Livia, celle qui avait vu ce que personne n'avait voulu voir. Que ce chien n'était pas un danger, mais un héros. Dans la chambre, Hugo reposait, perfusé, les jambes couvertes de bandages, un hématome sous l'œil. Quand ils entrèrent, il tourna lentement la tête. « Vous avez vu la gueule que j'ai » lança-t-il avec un sourire en coin. Livia s'approche du lit, sans crainte. « Tu es encore plus moche que Colonel le jour où je l'ai trouvé. » Un silence. Puis un éclat de rire grinça dans la gorge de Hugo. Camille, elle, restait plus en retrait, mal à l'aise. Le conseil a accepté ta proposition. Pour la maison, Hugo haussa les épaules. J'allais pas l'utiliser. Et ça avait besoin d'un coup de peinture. Je n'ai encore rien décidé, précisa Camille, toujours sur la défensive. Tu n'as pas à décider tout de suite, répondit Hugo calmement. Juste, laisse-lui un endroit où il peut respirer. Colonel, de son côté, s'était approché du lit. Lentement, tête basse, oreilles en avant. Hugo tendit la main et le chien l'approcha de son museau. Le contact fut bref, mais chargé d'une étrange intensité, une forme de respect, comme entre deux soldats qui se reconnaissent sans avoir besoin de mots. Livia observait la scène avec satisfaction. « Colonel t'aime bien maintenant. Il sent que tu n'es pas si méchant en fait. » Hugo grimaça. « Faut pas le dire trop fort, ça ruinerait ma réputation. » Puis, dans un mouvement presque solennel, il sortit une petite boîte en métal de sa table de chevet. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, de vieilles médailles poussiéreuses, des décorations militaires. Il en sortit une, la plus usée, celle que le temps n'avait pas pu ternir. C'était à ton grand-père, lieutenant Arnaud Lemoine, Vietnam, airborne. Il me l'a donnée après m'avoir tiré hors d'un enfer. Il l'a tendit à Livia. Il a sauvé ma vie, comme ton père l'a fait pour d'autres, comme Colonel l'a fait pour toi. Ces choses-là, ça ne s'oublie pas. Camille blêmit. Tu connaissais le père de Julien ? Oui, lieutenant Arnaud. Bon officier, honnête, courageux. On s'est perdu de vue après le retour. Mais j'ai toujours gardé ça. Et maintenant, il regarda Livia. C'est à toi.
Livia prit la médaille avec une gravité rare pour une enfant. Elle la plaça dans sa poche à côté des plaques de son père. Les jours suivants, la routine s'installa. Livia allait à l'école, Colonel l'attendait devant la grille, couché comme un soldat en faction. L'après-midi, ils allaient ensemble au garage. Camille avait accepté de visiter la petite maison. Et bien qu'elle ait d'abord trouvé les lieux sommaires, elle dut reconnaître que les travaux de peinture, réalisés par les motards eux-mêmes, avaient apporté chaleur et sécurité. Le jardin bien clôturé offrait à Colonel un espace rare et précieux, un territoire. Et puis un jour, Colonel s'effondra. Il se trouvait dans la boutique de fleurs, couché entre les seaux de lys et d'œillets, quand il s'écroula brusquement sur le flanc. Sa respiration devint sifflante. Camille accourut, s'agenouilla près de lui. Le bandage de son flanc était brûlant. Une odeur métallique se dégageait de la plaie. Livia, en panique, cria « Il a mal! Il a trop mal !» Docteur Moreau l'examina en urgence. Son visage se ferma. L'infection est revenue. Elle s'est étendue. Et elle montra les radios. Il y a des éclats de métal anciens, des fragments de shrapnel jamais retirés. Et maintenant, l'infection se propage autour. Il va falloir l'opérer, tout de suite. Camille blanchit. Combien ? La vétérinaire hésita. Environ 3 000 €. Peut-être plus, avec les soins post-opératoires. Camille se tut. 3 000 €. C'était plus que tout ce qu'elle avait. Déjà, les premières visites vétérinaires avaient vidé ses réserves. Elle pensa à ses parents, à sa banque, à ses maigres contacts dans les associations de veuves de militaires. Mais aucun secours ne viendrait à temps. Dans la salle d'attente, Livia caressait doucement la tête de Colonel allongé sur un matelas chauffant. Il ouvrit un œil de temps en temps, mais son souffle restait lourd, difficile. « Tu vas t'en sortir, d'accord ?» chuchota-t-elle. « Tu es un héros ?» Papa disait que les vrais héros sont ceux qui continuent même quand ils ont peur. Alors continue, pour moi. Camille, au téléphone dans le couloir, sentait ses forces l'abandonner. Elle tenta une dernière fois de joindre un ancien officier de son mari en espérant qu'il ait connaissance d'un fonds d'aide pour les chiens de guerre. Messagerie vocale, encore. Elle revint vers la salle plus perdue que jamais. Et c'est alors qu'ils arrivèrent. Kevin, Jérôme et d'autres membres du groupe de Hugo. En silence, sac à la main, vêtements couverts de poussière. Ils déposèrent un sachet sur la table. Camille l'ouvrit. À l'intérieur, des liasses de billets, des billets usés de toute taille, plusieurs enveloppes de dons et une note griffonnée pour Colonel. « Les gars du garage, je ne peux pas accepter », balbutia Camille. Kevin la regarda. « Ce n'est pas pour vous, c'est pour un frère d'armes. On ne laisse jamais un soldat derrière. » Camille resta figée quelques secondes, incapable de formuler la moindre réponse. Devant elle, le sac débordait de billets froissés, parfois presque déchirés. Des coupures de 10, de 20, de 50. Elle reconnut même une vieille enveloppe sur laquelle on lisait maladroitement écrit « Pour le chien du capitaine ». C'était trop. Trop de bonté d'un coup, trop d'émotion, trop d'impossible devenu réel. Kevin ajouta, d'un ton plus bas, « Hugo a vidé sa caisse du club. Jérôme a vendu sa vieille Harley et on a tous mis ce qu'on pouvait. Même les gars du bar des anciens ont participé quand ils ont appris. Il a servi, comme nous. Il mérite une vraie chance. » Camille, bouleversée, hocha lentement la tête. Elle n'arrivait pas à parler. Elle se contenta de refermer le sac, de le serrer contre elle, puis de souffler. « Merci. » Dans la salle d'examen, Docteur Moreau terminait les préparatifs. Livia, debout, près de Colonel, ne quittait pas son flanc des yeux. « Il t'a sauvé la vie, » dit la vétérinaire à voix basse. « Aujourd'hui, c'est à nous de le sauver. » Livia hocha la tête. Elle tenait toujours les plaques de son père serrées dans son poing. Papa disait que Colonel avait un nez magique, qu'il pouvait sentir le danger, même quand personne ne le voyait. Une fois, il a refusé d'entrer dans une pièce. Papa lui a ordonné 3 fois, mais il n'a pas bougé. Alors ils ont fouillé, et ils ont trouvé une bombe, une grosse. Docteur Moreau échangea un regard avec Camille, qui confirma d'un hochement de tête. C'était une des histoires contenues dans les citations militaires de Julien, un épisode réel. Livia continua. Papa écrivait qu'il n'aurait pas survécu sans Colonel, qu'il lui devait sa vie. Il y a des dettes qui ne s'effacent jamais, murmura la vétérinaire, puis elle se redressa. Il est temps. L'opération commença une demi-heure plus tard. Longue, méticuleuse, complexe. Il fallut retirer les anciens fragments métalliques, nettoyer l'infection profonde, recoudre des tissus abîmés par les années de service. À chaque minute, Camille et Livia attendaient dans un silence insupportable. Les motards, eux, restèrent dehors, imposants, debout sous la pluie, fumant en silence. Une sorte de garde d'honneur improvisée. Quand Docteur Moreau ressortit,
Exténuée, elle retira lentement sa charlotte, son masque, et laissa s'échapper un soupir. Il a survécu, mais c'était tout juste. L'infection avait progressé plus qu'on ne le pensait. Les 24 prochaines heures seront cruciales. « Je peux le voir ?» demanda Livia. « Juste un instant. Il dort profondément, mais il saura que tu es là. » La fillette entra à pas de loup dans la salle de soins. Colonel, allongé sur le flanc, respirait lentement sous un plaid chauffant. Une perfusion goûtait doucement à côté de lui. Livia s'approcha, se pencha et murmura à son oreille « Tu es fort, tu m'as sauvé, tu vas continuer, d'accord, parce que moi je t'attendrai. » Ce soir-là, Camille resta assise des heures, sans bouger, veillant son chien comme elle avait veillé son mari dans les pires moments. Elle ne priait pas, elle ne croyait plus en grand-chose, mais elle espérait. Et parfois, c'était assez. Au même moment, à l'hôpital, Hugo Denver reçut une visite inattendue. Le shérif Marcet entra dans sa chambre sans frapper. Son uniforme impeccable contrastait avec le désordre ambiant. Il ôta lentement son chapeau et s'approcha du lit. « Le chien s'en est sorti ?» demanda Hugo sans détour. « Pour l'instant, oui, mais il n'est pas encore tiré d'affaire. » Le shérif resta debout un moment, puis posa un papier plié sur la table de chevet. « J'ai fait quelques recherches, sur toi, et sur le capitaine Lemoine. Et tu sais quoi ?» Hugo ne répondit pas. Son père, Arnaud Lemoine, officier au Vietnam, ton supérieur. Cette fois, Hugo tourna la tête vers lui, lentement. Le cœur battant, il savait. Il s'en doutait depuis qu'il avait vu les plaques de colonel. Il avait reconnu ce nom, ce regard. Le shérif continua. « Tu veux savoir ce qui est étrange? J'ai aussi trouvé ton dossier militaire, médaillé, décoré, puis disparu du radar, 30 ans de silence, et soudain tu ressurgis, pour sauver la fille du fils de ton ancien commandant. T'as conscience de ce que ça représente ?» Hugo détourna les yeux. « J'ai juste fait ce qu'il fallait. » Le shérif esquissa un sourire. « C'est souvent comme ça, tu sais. Les vrais héros n'en parlent pas. Ils agissent. » Après son départ, Hugo resta immobile. La lumière blanche du plafonnier baignait la pièce d'un halo blafard. Il ferma les yeux. Des souvenirs enfouis remontèrent. Un jeune officier au regard franc, dans les jungles du Laos. Une promesse faite sur un lit de fortune, entre deux tirs ennemis. Une médaille transmise avec un murmure, « Garde-la. Rends-la si un jour tu croises mon fils. » Il l'avait croisé. Il n'avait rien dit. Mais le destin, lui, avait tout arrangé. Au centre vétérinaire, le matin apporta un léger mieux. Colonel ouvrit enfin les yeux. Il ne tenta pas de se lever, mais il leva la tête à l'approche de Livia. Son regard trouva le sien, une reconnaissance muette, un lien indestructible. Camille, elle, n'avait pas dormi. Elle restait là, à côté de lui, à griffonner sur un carnet. La boutique de fleurs avait rouvert quelques heures par jour grâce à l'aide de voisins. Certains clients, sans un mot, laissaient de gros pourboires. D'autres déposaient des repas, personne ne demandait rien. C'était la ville à sa façon qui disait merci. Ce 3e jour après l'opération, Kevin revint avec une petite boîte. Il la tendit à Livia, de la part de Hugo, pour colonel. À l'intérieur, un collier en cuir usé, orné de 2 médailles de militaires. Au fond, un mot manuscrit, calligraphié d'une écriture étonnamment soignée. Un soldat mérite ses décorations. Celles-ci étaient les miennes. Maintenant, elles sont à lui. Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. Ces médailles n'étaient pas n'importe lesquelles. Elles avaient traversé des décennies, des continents et une guerre intérieure. Et aujourd'hui, elles rejoignaient le cou d'un chien dont le courage avait réveillé tout un village. Ce même après-midi, contre l'avis formel de son médecin, Hugo Denver insista pour être conduit à la clinique vétérinaire. Il avait demandé un fauteuil roulant, exigé qu'on l'aide à s'habiller, du moins le haut, et qu'on lui apporte son vieux gilet en cuir. Il tenait à être là, ce n'était pas négociable. Il arriva poussé par Jérôme, le visage toujours marqué par les hématomes, la jambe immobilisée dans un épais plâtre, mais l'œil vif, résolu. Dès qu'il entra dans la salle de repos du centre vétérinaire, un silence se fit. Les murs peints en pastel, les affiches de prévention contre la gale et les parasites ne semblaient pas taillés pour accueillir des types comme lui. Et pourtant, il était exactement à sa place. Colonel était allongé dans un grand panier recouvert d'une couverture militaire. Il leva la tête à l'approche du fauteuil roulant. Pendant une seconde, les regards de l'homme et du chien se croisèrent. Aucun mot, aucun bruit. Juste cette tension familière entre 2 anciens combattants qui savaient. Camille et Livia étaient là aussi. La fillette s'approcha, tenant dans ses mains le collier que Kevin lui avait donné la veille. « On attendait que tu viennes, pour qu'il le porte. » Hugo tendit la main, prit le collier, l'examina avec soin, puis se pencha lentement,
douloureusement et le fixa autour du cou de Colonel. Le cuir craqua légèrement sous la tension. Les médailles tintèrent doucement. Colonel ne bougea pas. Il accepta l'objet comme s'il comprenait, comme si cette transmission de mémoire lui appartenait autant qu'à ceux qui la lui remettaient. « Il a bonne tête avec », dit Hugo d'une voix rauque, puis il tourna les yeux vers Camille. « Il mérite ses galons. » Un silence respectueux s'installa. Dans cette salle où tout sentait le désinfectant et les croquettes, quelque chose de sacré venait de se passer. Les jours suivants furent marqués par une amélioration progressive. Colonel reprit des forces. Il recommença à manger seul, à remuer faiblement la queue quand Livia entrait, à se redresser, même brièvement, lorsque Camille posait la main sur son encolure. Son regard, fatigué mais lucide, exprimait une détermination intacte, celle d'un soldat qui, une fois encore, avait survécu à l'épreuve. Entre-temps, la nouvelle s'était répandue. Dans tout Brixton Ridge, on parlait du chien militaire, de la fillette qui l'avait sauvé, de la mère Courage, du motard sauveur, du shérif protecteur et du vétérinaire aux doigts d'or. Même la presse régionale avait envoyé un reporter. La ville, d'ordinaire si discrète, se retrouva projetée sous les projecteurs. Et comme tout cela arrivait à l'approche du mois de mai, Camille proposa à la mairie d'élargir la cérémonie annuelle de la journée du souvenir, d'en faire un événement pour toute la communauté. Pas seulement pour les militaires tombés au combat, mais aussi pour ceux qui avaient survécu, qui continuaient à lutter et qui méritaient qu'on les voie. Le maire hésita, puis accepta. Et le jour venu, Brixton Ridge se transforma. Des drapeaux américains flottaient sur chaque poteau. Des enfants portaient des rubans tricolores. Des anciens combattants sortirent leurs uniformes conservés avec soin. Les motards, eux, nettoyèrent leurs machines comme jamais. Plus de signes confédérés ni de symboles provocateurs, tous remplacés par des insignes militaires, des écussons de division, des plaques de soldats tombés. Camille, vêtue d'une robe bleue simple, attendait en coulisses avec Livia. La fillette, un peu plus grande, un peu plus assurée, portait elle aussi une robe bleu marine, et autour de son cou, les plaques de son père brillaient au soleil. À ses côtés, Colonel, debout, son collier décoré solidement attaché, avançait avec une démarche toujours légèrement boiteuse mais digne. Le maire s'avança vers le micro. Il toussa, ajusta ses lunettes et commença son discours. « Citoyens de Brixton Ridge, cette année nous honorons non seulement ceux qui sont tombés, mais aussi ceux qui se sont relevés, ceux qui continuent à porter chaque jour la mémoire de ceux qui ne sont plus là. » Puis il tourna la tête. « Et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir un invité spécial, un vétéran parmi les vétérans, un soldat à 4 pattes. Messieurs, dames, je vous demande d'applaudir le chien de l'armée Colonel, ancien compagnon d'armes du capitaine Julien Lemoine. » L'ovation fut immédiate et d'une puissance inattendue. Livia, tenant la laisse, marcha lentement jusqu'à la scène. Colonel trottait à ses côtés, la tête haute, les yeux brillants. Lorsqu'ils atteignirent le centre de l'estrade, Camille s'approcha à son tour et prit la parole. « Mon mari, le capitaine Julien Lemoine, disait toujours que la loyauté est ce qui reste quand tout le reste s'effondre. Colonel n'est pas qu'un chien. Il est un symbole, celui de cette loyauté. Il est revenu à nous, pas par hasard, mais parce qu'il savait qu'il restait ici, à Brixton Ridge, une part de ce qu'il avait perdu là-bas. » Elle désigna la fillette à ses côtés. Cette part, c'était Livia. À cet instant, le maire revint sur scène avec un petit coffret. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une médaille. Une vraie. Une médaille du courage pour les chiens militaires, par décision exceptionnelle du département de la Défense et en reconnaissance de ses actions remarquables, Colonel est aujourd'hui décoré de la médaille du courage K9. Livia s'agenouilla, attacha la décoration au collier de Colonel. L'animal ne broncha pas. Il ne remua même pas les oreilles. Il attendit, tel un soldat au garde-à-vous. Puis, quand elle recula, il tourna légèrement la tête vers elle. Juste ce petit geste, une reconnaissance discrète, mais vibrante. Dans la foule, Hugo, toujours en béquille, se tenait droit. Les autres motards formaient une ligne silencieuse derrière lui. Quand la cérémonie prit fin, ils restèrent à l'arrière, observant, sans chercher la lumière. Mais chacun savait, ils étaient là. Eux aussi avaient été transformés. Après la cérémonie, alors que les habitants de Brixton Ridge se dirigeaient vers le parc communal pour le pique-nique annuel, un petit groupe restait rassemblé sous les arbres près de la Seine. Colonel, désormais décoré, attirait les regards les plus tendres, les plus respectueux. Livia, radieuse, recevait des sourires, des accolades, des félicitations murmurées.
mais elle restait collée à son chien, une main posée sur son dos, comme s'il risquait de disparaître à tout moment. Camille, elle, observait la scène de loin, et elle vit Hugo approcher. Il marchait lentement, appuyé sur sa canne, le pas encore hésitant, mais l'allure droite. Il avait troqué son gilet en cuir pour une chemise sobre, et même si ses tatouages restaient visibles, quelque chose dans son attitude s'était adouci. Arrivé à sa hauteur, il dit simplement « Elle a fait ça bien ». Camille hocha la tête. « Elle a beaucoup changé. Elle a grandi vite, mais elle tient ça de son père. » Il regarda Colonel, puis Livia, puis Camille. « Et toi aussi, tu as changé. » Elle sourit, sans amertume. « Disons que j'ai dû apprendre à regarder autrement. » Ils marchèrent ensemble, côte à côte, jusqu'au vieux banc, au bord de la fontaine. Là, Hugo s'assit avec effort. Camille resta debout. « Je n'ai jamais eu l'occasion de te demander, » dit-elle hésitante, « pourquoi tu ne lui as jamais parlé de ton lien avec Arnaud, mon beau-père ?» Hugo haussa les épaules. « Qu'est-ce que ça aurait changé ? C'était un autre temps, une autre vie. Et puis, j'avais honte. Honte de la manière dont j'ai tourné. Ton beau-père m'a sauvé la vie, littéralement. Il m'a porté 3 kilomètres dans la jungle, sous le feu. Et moi, j'ai passé 30 ans à fuir tout ça. » Elle posa une main sur le bois du banc. « Pourtant, t'as fait plus pour nous en un an que bien des gens en toute une vie. » Il baissa les yeux, puis murmura « J'ai juste payé une dette. » Il sortit lentement un petit objet de sa poche. Un jeu de barrettes métalliques se ternit, des insignes d'épaule. Il les tendit à Camille. « Il me les avait laissés, disait que je devrais les rendre à son fils, le jour où je serai prêt. Julien ne saura jamais, mais toi, Olivia, vous pouvez les garder. » Camille prit les barrettes, les regarda un long moment, puis hocha la tête. « On en fera bon usage. » Plus tard dans l'après-midi, alors que les enfants jouaient sur les pelouses et que les adultes échangeaient souvenirs et tranches de pastèques, un nouveau rituel prit forme. Les anciens du club de Hugo, rebaptisé le Cercle d'Écueil, à l'unanimité, organisèrent une parade silencieuse dans les rues de la ville. Pas de moteur, pas de drapeau, juste des hommes et des femmes, à pied, arborant les noms de camarades tombés et les portraits de soldats oubliés. En tête, Livia marchait, tenant la laisse de Colonel. Derrière elle, Camille. Et derrière eux, Hugo, boitant mais déterminé. Les habitants, d'abord hésitants, se joignirent lentement à la marche. Le shérif, le vétérinaire, les commerçants, les écoliers, les pompiers, le maire même. Bientôt, ils formaient une longue colonne humaine à travers les rues paisibles de Brixton Ridge. Une ville unie, à nouveau, par quelque chose de plus grand que les habitudes, les règlements ou les vieilles rancunes, le respect. À la nuit tombée, un dernier rituel les attendait. Des lanternes avaient été déposées autour du parc. De simples sacs en papier, avec des bougies à l'intérieur et un nom inscrit sur chacun. Livia, agenouillée près de la fontaine, alluma la sienne. Sur le sac, elle avait écrit au feutre noir « Capitaine Julien Lemoine ». Puis elle murmura « Pour papa ». Colonel s'assit à côté d'elle. Il leva la tête vers le ciel, comme s'il suivait la lumière invisible d'un souvenir. Un par un, les sacs s'illuminèrent, et dans la douceur de la nuit montagnarde, les visages baignés d'or semblaient portés par quelque chose de sacré, de vivant, une mémoire partagée. Plus tard encore, en rentrant à pied par la rue principale, Camille jeta un œil à la maison au fond du terrain du garage. Les lumières étaient allumées, le jardin était paisible. Colonel passa les grilles sans un bruit. Il fit comme chaque soir un tour de garde, un cercle de reconnaissance, puis s'installa au pied du lit de Livia. Camille s'approcha de la porte de la chambre. Elle s'arrêta. La fillette dormait déjà. Ses doigts agrippaient les plaques de son père. À côté d'elle, Colonel veillait. Il n'était plus un soldat errant. Il n'était plus un numéro matricule. Il était le gardien de cette maison, le lien vivant entre ce qui avait été et ce qui serait. Dehors, un moteur vrombit doucement. Camille écarta le rideau. Au fond de l'allée, Hugo faisait sa ronde. Il s'arrêtait là chaque soir, sans jamais le dire, sans jamais s'imposer. Il vérifiait que tout allait bien, puis repartait. Elle le regarda s'éloigner dans la nuit, pas comme un intrus, mais comme un maillon d'une chaîne reconstruite. Et pour la première fois depuis longtemps, Camille se coucha avec la certitude que, malgré les absents, malgré les cicatrices, la vie reprenait, lentement, mais solidement. Le lendemain, dès l'aube, Camille fut réveillée par un bruit inhabituel, un martèlement régulier, lointain, qui résonnait depuis la ruelle derrière la maison. Lorsqu'elle se leva et ouvrit la fenêtre,
elle aperçut Jérôme et 2 autres motards installant un panneau au bord du jardin, juste derrière la clôture rénovée. On pouvait y lire en lettres sobres « Maison du souvenir Lemoine, gardée par Colonel ». Elle descendit sans bruit, les cheveux encore en bataille, le cœur battant un peu plus vite que d'habitude. Livia, réveillée par les mouvements, sortit à son tour, les yeux encore gonflés de sommeil. « C'est pour toi et pour lui », dit simplement Jérôme en désignant Colonel toujours en train de faire sa ronde matinale. Hugo a eu l'idée, mais c'est toute la bande qui a participé. Camille n'eut pas besoin de mots, elle sourit. Un vrai sourire, de ceux qui viennent de loin et qui guérissent. Au fil des semaines, la maison gagna en vie. Les jardinières débordaient de pensées et de marguerites. Le vieux cabanon devint un petit atelier de bricolage. La pièce du fond, autrefois inutilisée, fut transformée en espace de lecture pour Livia. Et en coin tranquille pour Colonel, dont le panier y trônait désormais comme un trône de velours. La boutique de fleurs connut d'elle aussi une renaissance. Grâce à une idée improbable mais brillante lancée lors d'un déjeuner sur le pouce entre Camille et Hugo. « Et si vos gars livraient les fleurs ?» proposa Camille. « Tu veux dire, avec les motos ?» ?»« Exactement. Des bikers qui livrent des bouquets. Ça va faire parler. Et ça vous donne une couverture légitime pour vos déplacements. » Et c'est ainsi que naquit le service de livraison de la fraternité, avec des motards tatoués débarquant dans les hameaux voisins pour remettre des roses à une grand-mère ou des pivoines à un anniversaire de mariage. Le contraste amusait les gens, puis les touchait, puis nous surtout, ils rapportaient. Assez pour maintenir la boutique à flot, pour améliorer la maison, pour donner un peu de répit à Camille. De son côté, Colonel poursuivait son adaptation. Docteur Moreau, lors d'une visite de contrôle, fut la première à le dire à voix haute. Il a trouvé sa mission, car Colonel ne se contentait pas de protéger Livia. Il la comprenait. Il anticipait ses crises de panique. Il la calmait d'un simple regard. Il avait développé, sans qu'on le lui demande, un comportement de chien thérapeutique. Alors, quand l'idée fut évoquée de l'inscrire officiellement à un programme d'assistance vétéran, Camille accepta sans hésiter. Et ainsi, Colonel devint aussi compagnon de soutien pour d'autres anciens soldats de la région. Il les visitait dans les maisons de retraite, dans les centres médicaux, parfois même à domicile. Et chaque fois, ce chien à la posture digne, au regard profond, accomplissait quelque chose d'indicible. Il apaisait, il rappelait, il guérissait. Mais c'est lors d'un après-midi d'été, dans un silence de coton, que Camille comprit à quel point Colonel avait changé leur monde. Livia lisait à voix haute, assise sur le tapis du salon. Entre ses jambes, Colonel dormait, la tête appuyée contre son genou. Camille préparait un bouquet à la table de la cuisine, lorsqu'elle perçut une phrase familière. Aujourd'hui, Colonel a refusé de passer la porte. Il est resté immobile, les yeux fixés sur moi. J'ai compris qu'il sentait quelque chose. On a évacué. Ils ont désamorcé l'engin. C'était lui, encore. Ce chien n'est pas qu'un soldat. Il est mon frère d'armes. C'était une lettre de Julien. Camille s'approcha lentement. Le carnet était posé sur les genoux de sa fille. Une page cornée, l'écriture reconnaissable entre mille. « Tu savais ce qu'il avait écrit là ?» demanda Camille, émue. Livia hocha la tête. « J'ai relu toutes ces lettres. Celle-ci, je voulais la lire à Colonel pour qu'il sache. » Colonel, les yeux mi-clos, ouvrit une paupière. Comme s'il avait compris. À cet instant précis, Camille sut que tout ce qu'ils avaient traversé avait un sens, que chaque perte, chaque détour, chaque blessure les avait menés là. Et ce n'était pas fini, car un événement spécial se préparait. La parade annuelle des vétérans approchait, et cette année, Hugo avait décidé qu'elle aurait une autre ampleur. Il avait contacté des clubs dans d'autres États, mobilisé les anciens du coin, et même sollicité une chaîne de télévision locale. On ne défilerait pas seulement pour les morts, mais aussi pour les vivants, pour ceux qu'on oublie, pour ceux qui reviennent blessés, invisibles, perdus. Et en tête du cortège, bien sûr, marcherait Colonel. La veille du grand défilé, une tension douce flottait dans l'air. Toute la ville semblait suspendue à ce moment à venir. Les vitrines étaient décorées de drapeaux, les enfants répétaient des chansons patriotiques dans les cours d'école, et des motards, venus des 4 coins du pays, installaient leurs tentes dans les champs autour de Brixton Ridge. Jamais une telle foule n'avait envahi cette vallée reculée. Pas pour un concert, pas pour une foire, mais pour un chien. Un chien militaire décoré, revenu de nulle part, porteur d'un nom, d'un passé, et d'une histoire plus grande que lui. Dès l'aube, le grondement des moteurs s'éleva, lourd et solennel. Les motos formaient une haie d'honneur sur plusieurs kilomètres.
En tête de cortège, Hugo, toujours boitant mais désormais solide, sur sa nouvelle prothèse, ouvrait la marche. À sa droite marchait Livia, tenant la laisse de colonel qui trottait avec dignité, son collier brillant de médailles. Derrière eux, Camille, droite et fière, suivait d'un pas régulier. Et tout autour, des centaines d'hommes et de femmes, anciens soldats, familles endeuillées, vétérans oubliés, bikers réhabilités, avançaient dans un même souffle. Quand ils atteignirent la place centrale, le silence tomba comme une couverture. Le maire monta sur l'estrade, les mains tremblantes. Il ne lut pas de discours. Il dit simplement « Nous avons été sauvés, parfois sans le savoir, par des gens dont nous n'avons jamais prononcé le nom. Aujourd'hui, nous réparons cela. » Camille s'approcha du micro. Elle prit une grande inspiration. « Mon mari, le capitaine Julien Lemoine, est mort en mission il y a 2 ans. Mais une part de lui est revenue à nous par l'intermédiaire d'un soldat à 4 pattes. Ce chien, colonel, a traversé l'Afghanistan, les traumas, l'oubli, la douleur, pour revenir là où il avait quelque chose à accomplir. Et ce quelque chose, c'était ma fille. C'était moi, c'était nous tous. » Elle marqua une pause, le regard fixé sur la foule, puis elle ajouta « Colonel nous a rappelé que le devoir ne s'arrête pas à une frontière, que la loyauté ne s'éteint pas avec une médaille, et que parfois, un chien en sait plus sur l'amour et le courage que bien des humains. » Le silence qui suivit fut long, sacré. Et ce n'est que lorsque Livia s'agenouilla pour embrasser la tête de colonel que les applaudissements commencèrent, d'abord timides, puis plus forts, puis unanimes, les larmes coulaient sur les joues burinées des anciens. Les enfants regardaient colonel comme on regarde un personnage de conte, et dans ce moment suspendu, quelque chose s'était recollé dans l'âme de cette ville. Cette nuit-là, le ciel se couvrit d'étoiles. Et dans la maison de la famille Lemoine, au fond du jardin, Livia dormait profondément, ses mains serrées autour des plaques de son père. Colonel, comme toujours, veillait au pied du lit. Il avait repris du poids. Sa fourrure brillait. Son regard restait celui d'un guerrier, mais il portait désormais la paix. Il ne sursautait plus au moindre bruit. Il ne tremblait plus dans son sommeil. Il savait qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Camille passa devant la porte ouverte, observa sa fille, puis descendit dans le salon. Elle s'assit près de la fenêtre et regarda au loin. Comme chaque soir, au bout de la rue, Hugo faisait sa ronde. Il descendait de sa moto, vérifiait le portail, s'assurait que tout allait bien. Il ne demandait rien, il ne s'invitait pas. Il était juste là. Elle ouvrit la fenêtre. « Vous allez finir par user ce portail à force », lança-t-elle avec un sourire. Hugo haussa les épaules. On ne laisse pas une patrouille sans relais. Elle sourit plus franchement. « Restez pour un café. » Il hésita, puis hocha la tête et s'approcha. Ce soir-là, autour d'une tasse chaude et d'un silence réconfortant, 2 âmes cabossées trouvèrent un peu de repos. Pas un amour fulgurant, pas une fin hollywoodienne, juste un répit. Une complicité née du chaos, un respect tissé de deuil et de guérison. Et dans la chambre, colonel, entre 2 respirations profondes, ouvrit un œil. Puis le referma, il n'avait plus rien à prouver. Il avait rempli sa mission, il avait trouvé sa famille. Et enfin, il était chez lui. J'espère que cette histoire vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires en précisant la ville depuis laquelle vous nous écoutez. À très bientôt pour une nouvelle histoire